The Assembly will hear an address by His Excellency Angie Rajoelina, President of the Republic of Madagascar. I request protocol to escort His Excellency. On behalf of the General Assembly, I have the honor to welcome His Excellency Angie Rajoelina, President of the Republic of Madagascar, and to invite him to address the Assembly. Monsieur le Président de l'Assemblée générale, Monsieur le Secrétaire général des Nations Unies, Excellences, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Mesdames et Messieurs les délégués, Tupklas et Tupkvav, Mesdames et Messieurs, honorable assistance. Permettez-moi tout d'abord de m'adresser à Monsieur Korosi, directeur de la durabilité auprès de la présidence de la Hongrie. Monsieur le Président, votre élection à la présidence de cette 77e Assemblée générale des Nations Unies est un message clair sur la feuille de route tracée par ce rendez-vous annuel des Nations Unies. Monsieur le Président, recevez mes sincères félicitations. Monsieur le Secrétaire général, je vous adresse ma profonde reconnaissance pour vos engagements continus et votre dévouement dans le leadership dont vous faites preuve à diriger cette organisation que sont les Nations Unies. Au nom du peuple malagasy, je profite également de cette auguste tribune pour réitérer nos condoléances les plus sincères au peuple britannique. La reine Elisabeth II a inspiré de nombreuses générations dans son pays et dans le monde entier. J'adresse également mes félicitations et nos vœux d'un excellent règne empli de bonne santé et de bénédictions à Sa Majesté le roi Charles III. Excellences, Mesdames et Messieurs, le rendez-vous annuel des Nations Unies à l'Assemblée générale est toujours l'occasion de porter haut nos aspirations, ce qui nous unit tous ici, c'est-à-dire la paix universelle. Maintenant que nous avons appris à cohabiter avec la Covid-19, dont nous avons longuement débattu au cours des 2 dernières années, nous faisons malgré tout face aux conséquences de cette crise. Cela nous a prouvé que c'est dans les moments difficiles que nous réalisons l'importance de la solidarité entre les nations. Le thème de cette session, des solutions transformatrices pour des défis interdépendants, prend ainsi tout son sens, nous donne à nouveau espoir, nous rassure et nous ouvre les perspectives pour avancer ensemble sur la voie du développement. Lorsque nous avons dû affronter la crise sanitaire, nous avons choisi de faire confiance à nos scientifiques et aux richesses naturelles de notre terre. La création de l'usine Pharmalagas, une usine pharmaceutique, en pleine crise sanitaire, nous a démontré que nous pouvons transformer les difficultés en opportunités afin d'exploiter notre biodiversité et ainsi protéger notre population, qui est la population malagasy. Alors que l'on présageait l'hécatombe en Afrique, le taux d'infection et de mortalité à Madagascar figure parmi les plus faibles au monde. Classé comme zone verte parmi les pays à faible risque de contamination, actuellement, l'entrée à Madagascar ne nécessite ni de tests PCR, ni de passe sanitaire. Nous avons déjoué toutes les statistiques et sommes ressortis plus forts, mais surtout plus engagés encore, mais surtout pour aller vers l'émergence de notre pays. Mesdames et Messieurs, le monde se relève à peine de la pandémie que de nouvelles crises ont fait surface. Aucun pays n'a été épargné par les conséquences de la Covid-19 et le conflit en Ukraine a davantage entraîné un déséquilibre creusant les inégalités. Cela va encore compliquer grandement nos efforts de résilience et de relance post-Covid. Comme tous les pays du monde, nous subissons pleinement les impacts inflationnistes de cette crise. Nous sommes convaincus que toute guerre se termine autour d'une table. Le dialogue est la seule voie pour instaurer donc la paix. C'est ainsi que Madagascar réitère son appel au dialogue
pour résoudre le conflit, car les conséquences sont planétaires, elles s'alourdissent de jour en jour et les pays en développement comme le nôtre en sont et en payent les conséquences de cette crise. Le rôle crucial des Nations Unies doit favoriser le multilatéralisme afin de trouver des solutions équitables tenant compte des forces et des vulnérabilités de chaque pays et de chaque population. Comment peut-on accepter qu'en cette période de crise, certains pays avec plus de 100 000 $ de PIB par habitant et d'autres à moins de 600 $ achètent le baril de pétrole au même prix et aux mêmes places? Notre organisation peut prendre des mesures pour accompagner les pays à faible revenu afin qu'ils puissent bénéficier et s'approvisionner en pétrole à des prix équitables, parce que la situation mondiale actuelle est source de bouleversements majeurs dans de nombreux pays. Certains États se retrouvent actuellement déstabilisés. La vie sociale se désorganise, et ainsi que les économies se fragilisent. En effet, certains ont dû appliquer des augmentations de 50% du prix de carburant, entraînant dans certains pays des émeutes et déséquilibres socio-économiques considérables. La reconstruction est l'affaire de tous. Notre solidarité est la seule voie possible pour guérir nos sociétés, rétablir nos économies, soutenir la croissance et surtout instaurer la paix. Mesdames et messieurs, mes chers leaders, à l'heure actuelle, tous les pays ont dû revoir leur stratégie de développement et cela a renforcé la nécessité d'accélérer l'industrialisation et l'autonomisation de chaque pays. Nous restons convaincus que nous devons produire et transformer localement tout ce dont la population a besoin. Car il y a des armes plus puissantes que les bombes, les chars et les missiles. Ce sont nos terres, nos matières premières, nos ressources naturelles et notre peuple. L'industrialisation locale, l'innovation agricole et le leadership des dirigeants sont nos munitions pour consolider notre force et notre bouclier afin de protéger notre population. À Madagascar, comme stratégie, nous avons mis précisément et détaillé notre stratégie pour rattraper le retard de développement de notre pays. Nous avons élaboré le plan Émergence Madagascar, dont la mise en œuvre a été lancée depuis le début de mon mandat présidentiel en 2019. Notre vision est claire et traduite par notre volonté politique que nous démontrons à travers chacune de nos actions. Une approche secteur et projet a été priorisée afin de hisser Madagascar au rang des pays nouvellement émergents. Nous avons lancé un programme de réforme ambitieux pour moderniser l'administration, développer le capital humain et permettre une croissance économique forte, inclusive et durable dont l'énergie est le pilier du développement. Madagascar est un pays béni, car nous avons des ressources en eau pour des barrages hydrauliques, un taux d'ensoleillement très élevé pour des centrales solaires et surtout la puissance du vent pour des parcs éoliens. À l'heure actuelle, de nombreux pays font face à des problèmes énergétiques. Nous devons donc accélérer la production d'énergie renouvelable pour atteindre l'autonomie d'ici 5 ans. Nous projetons de doubler, voire tripler notre capacité de production. Mes chers homologues et frères, nous sommes en 2022 et il est malheureux de constater que l'Afrique est encore le continent où la majorité des familles vivent dans le noir et dans l'obscurité. Plus de 600 millions d'Africains, dont 85% des ménages malagasy, utilisent encore des bougies et du pétrole lampant pour éclairer leur foyer. Raison pour laquelle nous lançons une grande opération d'équiper la majorité des foyers malagasy des kits solaires d'ici la fin de l'année prochaine, dont une partie sera bien évidemment subventionnée par l'État. Une fois cet objectif atteint, Madagascar ambitionne d'être le premier, mais aussi parmi les premiers pays du continent à avoir apporté la lumière à la totalité de sa population. Le changement climatique est l'un des plus grands défis de notre époque que nous devons tous affronter. Il est important et urgent de travailler et de mobiliser pour protéger notre planète.
Du haut de cette tribune, je tire la sonnette d'alarme. Des engagements ont été pris lors de la COP 21 et réaffirmés lors de la COP 26 concernant la création du Fonds climat ou du Fonds vert, qui a été arrêté à hauteur de 100 milliards de dollars par an. Dans ce sens, Madagascar a été le 5e pays africain à avoir finalisé son plan national d'adaptation. Mon pays devrait ainsi faire partie des bénéficiaires de ce fonds vert. Cependant, l'accès au financement tourne au ralenti et actuellement, aucun engagement n'a été respecté. Il est injuste que les pays les moins pollueurs payent le plus lourd tribut des impacts du changement climatique. Madagascar se trouve parmi les pays insulaires et donc vulnérables aux aléas climatiques. Et rien qu'en 2022, c'est-à-dire cette année, 5 cyclones ont frappé la Grande Île en l'espace de 2 mois seulement. 178 000 hectares de terres agricoles ont été inondés et ravagés. Notre île est le premier pays à subir une famine d'origine climatique. Les ressources en eau se tarissent dans le sud de mon pays et la population de cette région est le plus vulnérable. Les conséquences du changement climatique s'aggravent et la situation mondiale nous interpelle. Combien de réunions de haut niveau, de sommets et de conférences internationales avons-nous déjà eues? Combien de déclarations et engagements avons-nous déjà prononcés? Maintenant, il faut transformer les discours en actions concrètes. Aujourd'hui, je porte les cris et la voix du continent africain en général et de Madagascar en particulier. La jeunesse africaine, le continent tout entier, attendent la concrétisation des accords de la part des pays émetteurs. Tenir ces engagements, c'est protéger notre planète. Nos populations l'exigent, les générations futures nous en demanderont des comptes plus tard. Les problématiques de la protection de l'environnement me tiennent particulièrement à cœur. Nous savons tous que la forêt est le poumon de la terre. Et pourtant, l'utilisation du charbon de bois et du bois de chauffe reste une pratique courante sur l'ensemble du continent africain. Et c'est le cas des 92% de la population de mon pays. Une famille utilise le charbon ou le bois de chauffe pour la cuisson, détruit environ 1 hectare de forêt par an, ce qui est dévastateur. Nous devons changer la pratique et la mentalité. C'est pourquoi l'État malagasy va équiper 250 000 familles en réchaud à bioéthanol afin de préserver 250 000 hectares de nos surfaces forestières chaque année. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, nous avons lancé les grands travaux pour transformer le pays, car tout est à faire et tout est à refaire, tout est urgent et tout est prioritaire. Cela fait presque 4 ans que nous n'avons cessé de construire et réhabiliter des routes, bâtir des écoles, des centres de santé, des hôpitaux, des barrages agricoles, des tribunaux, des prisons aux normes, des infrastructures sportives et culturelles et bien d'autres. Madagascar évolue continuellement malgré les crises en cascade à l'échelle mondiale. Le pays est tellement vaste et de nombreux efforts ont été déployés pour le désenclaver. Toutefois, le chemin reste encore lent et sinueux, mais nous avons la foi et nous continuons d'avancer avec détermination. Le plan Émergence Madagascar trace d'ailleurs littéralement les voies vers l'avenir. Du nord au sud, d'est en ouest, tout Madagascar est en chantier. Pas plus tard que la semaine dernière, nous avons inauguré la route nationale 5A dans le nord de mon pays, qui jusque-là et pendant des décennies était une route en terre battue que l'on parcourait encore pendant 1 semaine pendant la période de pluie. Actuellement, 2 heures suffisent pour le trajet, permettant immédiatement la révision à la baisse, le coût et le prix du transport des biens et personnes, améliorant considérablement la vie de la population locale et contribuant ainsi au développement socio-économique du région du nord de mon pays. Par ailleurs, dans le sud de mon pays, nous commençons les travaux de la route nationale 13 et bientôt la route nationale 10,
tout comme ceux de la route nationale 44 dans l'Est qui se poursuivent, désenclavant ainsi le principal grenier à riz de Madagascar. Dans le nord-ouest, la route nationale 31, également en piste, sera entièrement réhabilitée, permettant d'accéder à notre deuxième grenier risicole. La première autoroute du pays, qui reliera la capitale du Grand Port, débutera également dans quelques semaines. Un trajet qui nécessite actuellement de 10 heures, mais qui sera fait en 2 heures et demie seulement, une fois les travaux terminés. La dividende démographique est aujourd'hui une variable qui doit rentrer dans l'équation. Nous devons changer la structure de la population. La croissance démographique actuelle n'est pas proportionnelle à la croissance économique. Dans certaines régions, des jeunes filles de moins de 18 ans sont déjà mères de famille et se retrouvent en moyenne avec 5 à 8 enfants à leur charge. Par conséquent, elles ont plus de difficultés à les nourrir, les élever, les soigner, les éduquer correctement. Le programme de planning familial déjà initié est ainsi primordial dans notre stratégie d'action pour maîtriser les naissances et transformer la population actuelle dépendante en une population active et économiquement productive. La démographie deviendra, pour Madagascar, un atout et non un frein au développement. Dans le volet de l'éducation, nous avons fait un pas de géant. L'État malagasy a construit plus d'1 millier de salles de classe et a énormément investi dans les outils de matériel pédagogique. Nous avons mis en place des cantines scolaires, nous avons conçu des livres et des manuels, distribué des tablettes numériques afin d'améliorer considérablement la qualité de l'éducation de nos enfants et de nos jeunes. Le taux d'accès à l'éducation de base a augmenté de 146% et le taux d'abandon scolaire a été réduit de manière palpable. Nous avons fait de l'éducation une priorité nationale et nous renouvelons notre engagement à transformer et à redynamiser la vie scolaire et universitaire. L'année dernière, j'ai également eu l'opportunité d'évoquer le souhait de mon pays de voir enfin appliquer les résolutions prises par l'Assemblée générale des Nations unies en 1979 et en 1980 sur la restitution et la gestion des îles éparses ou Nus Malagas dans l'océan Indien à Madagascar. Nous réjouissons de la tenue très prochaine de la deuxième rencontre de la commission mixte franco-malagasy sur le sujet et fort de ces 2 résolutions et qui confirment la légitimité de notre revendication, nous espérons pouvoir compter sur le soutien des Nations unies pour parvenir enfin à une solution concertée, juste et apaisée. Excellences, Mesdames et Messieurs, pendant la pandémie, les malades avaient besoin d'oxygène pour survivre. Actuellement, de nombreux pays sont asphyxiés par les séquelles des crises successives. Ces pays ont besoin de soutien, d'aide et d'accompagnement qui leur serviront de bouffée d'oxygène pour faire face aux défis de relance économique et atteindre les objectifs de développement durable. Il est nécessaire d'accélérer la mise en place de nouveaux mécanismes de financement tels que le FFDR ou le Fonds fiduciaire pour la résilience et la durabilité, et en activer ainsi le décaissement. Je saisis cette occasion pour remercier le Fonds monétaire international, la Banque mondiale et les autres pays amis de Madagascar qui ont toujours été à notre côté dans les moments difficiles. Chers homologues, mes chers frères leaders africains, l'Afrique de demain doit être autonome, indépendante et prospère. Nous avons le devoir de changer l'histoire du continent et d'écrire une nouvelle page pour que chacun et chaque pays doivent changer et transformer. Notre organisation a besoin de renforcer cette solidarité pour apporter des solutions communes à nos problèmes communs. Que Dieu bénisse chacune de nos nations. Masnatandazana, la patrie est sacrée. Je vous remercie de votre attention. On behalf of the Assembly, I wish to thank the President of the Republic of Madagascar for the statement just made.